Priorité Santé, Chantal Laureau. Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Qui ne s'est jamais fait insulter au volant, humilié en classe par un professeur imbu de son autorité ou encore réprimandé par un supérieur hiérarchique? Face à un interlocuteur agressif, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certains deviennent à leur tour agressifs, d'autres restent sidérés, perdent leurs moyens, préfèrent la fuite, quand d'autres enfin répliquent avec un humour imparable. Or, il existe des stratégies face aux agressions verbales pour se faire respecter sans envenimer les choses, pour garder confiance en soi et répondre de manière adaptée à l'agressivité de l'autre. Ces stratégies sont inspirées des techniques de communication, des thérapies cognitivo-comportementales ou encore de la psychologie au sens large. Alors, quelle posture adopter face à quelqu'un d'agressif, menaçant ou qui cherche à nous rabaisser, nous humilier ou nous blesser? Comment apaiser la situation et désamorcer le conflit? On va essayer de vous donner quelques clés et vous pouvez encore nous appeler sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41. En duplex de la radio ici à Zur à Nice, Dr Jérôme Palazzolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, psychothérapeute, professeur des universités en psychologie clinique et médicale et vous venez de faire paraître un petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité, aux éditions Odile Jacob. Tout à l'heure, nous aurons en ligne de Cotonou André Alionou, psychologue clinicien, directeur exécutif de l'ONG CIADI, Cercle international d'action pour le développement intégré. Et en fin d'émission, nous parlerons de la première greffe de moelle osseuse pratiquée au Sénégal avec le professeur Fatou Samba Ndiaye, chef du service hématologie clinique de l'hôpital d'Al Aljam, qui a supervisé cette greffe. Priorité Santé sur RFI. Docteur Palazzolo, comment vous est venue l'idée d'écrire ce petit traité de self-défense psychologique ? Eh bien, tout simplement de par mon expérience personnelle au quotidien et mon expérience clinique avec mes patients. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que tous les jours, continuellement, on est victime d'agressivité. Alors, quand on parle d'agressivité, on pense souvent à des insultes, à quelqu'un qui est méchant vis-à-vis de vous. Mais en fait, il y a des tas de petites agressivités qui se cumulent au quotidien et qui ne sont pas nécessairement perçues comme telles, mais qui peuvent nous impacter de manière problématique. Alors, justement, quels sont les signaux qui permettent de reconnaître une agression verbale, même subtile ? Les signaux, c'est déjà des signaux de la manière dont vous ressentez les choses. C'est-à-dire que dans l'ouvrage, j'essaye de déterminer une vingtaine de profils d'agresseurs, et c'est pas nécessairement un agresseur méchant ou agressif en tant que tel. Ça peut être un agresseur sur le ton de l'humour, ça peut être un agresseur qu'on appelle un agresseur marteleur, c'est-à-dire qui dit toujours la même chose. L'objectif, c'est justement d'essayer de déterminer à qui on a affaire et essayer de déterminer quels sont les meilleurs outils qu'on peut proposer pour se protéger et éviter finalement le conflit. Et est-ce que vous pensez que l'agressivité verbale est plus présente aujourd'hui à cause des réseaux sociaux ? Alors, je dirais pas que l'agressivité verbale est plus présente, mais l'agressivité au sens large, oui. C'est-à-dire que par les réseaux sociaux, il y a quand même une dynamique qui se met en place où régulièrement on est jugé, on est agressé par des commentaires qui sont faciles parce qu'on est derrière un écran et c'est très aisé de mettre un mauvais commentaire sans pour cela se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur la personne. Alors, vous parliez des stratégies adaptées à chaque situation pour gérer l'agressivité dans le but d'éviter le conflit physique. La première étape, donc, ça consiste à se regarder soi pour connaître ses forces et ses faiblesses. Exactement, c'est-à-dire dans un premier temps, c'est en gros connais-toi toi-même et tu pourras gérer les situations problématiques. C'est-à-dire c'est d'essayer de connaître déjà ses valeurs, de savoir sur quoi on peut être plus sensible, sur quels éléments on va réagir de manière un peu plus sanguine quelque part. Et ça, c'est déjà la première étape.
Ensuite, une fois qu'on est confronté à l'agressivité, à un agresseur, l'objectif c'est de repérer un petit peu la manière dont on va réagir. Est-ce qu'on a les mâchoires qui se serrent? Est-ce qu'on a les poings serrés? Est-ce qu'on a le cœur qui bat plus vite? Est-ce qu'on a la respiration qui s'accélère? Et à partir de là, d'élaborer des stratégies. La posture et le langage corporel donc jouent un rôle déterminant dans la gestion des conflits. Vous rappelez que 75% de notre communication est non verbale. Complètement. En fait, lorsqu'on fait passer un message, il y a 3 types de communication. Vous avez la communication verbale, c'est ce que je dis. Vous avez la communication non verbale, ça va être toute ma gestuelle. Et puis, vous avez la communication paraverbal qui est l'intonation de ce que je vais dire. Et par exemple, concrètement, si vous ne parlez pas un mot de mandarin et que vous vous êtes insulté par un chinois, vous allez tout de suite voir que cette personne est agressive sans rien comprendre de ce qu'il vous raconte. Et vous conseillez de s'entraîner devant un miroir ou une caméra. Vous avez testé cette technique auprès de vos patients. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Alors exactement, mais c'est une technique qu'on teste et qu'on met en pratique régulièrement. Vous parliez tout à l'heure de thérapie comportementale et cognitive. Dans tout ce qui est jeu de rôle, par exemple, et on conseille justement aux patients de se filmer ou de se prendre en photo dans certaines situations, parce que on le voit très bien, on n'a pas toujours l'impression d'être agressif, on n'a pas toujours l'impression de réagir vis-à-vis de l'autre d'une manière désadaptée. Mais dès qu'on est filmé, justement, on peut voir le langage non verbal et on peut interpréter les choses d'une manière différente. Et pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, il faut avoir confiance en soi. C'est un peu l'objectif, ou en tout cas mieux se connaître. Et dans tous les cas, travailler sur cette confiance en soi, parce que c'est pas inné, c'est pas évident. Mais en tout cas, essayer d'adopter certaines stratégies pour en tout cas montrer à l'autre que on n'est pas dans une position ni passive ni agressive. L'objectif, c'est d'essayer d'être dans un comportement affirmé, qu'on appelle en psychologie un comportement assertif, et tout ça, ça se travaille. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pour ça que l'ouvrage s'appelle Petit traité de self-défense psychologique, parce que comme quelqu'un qui va pratiquer la self-défense au niveau physique, sur l'aspect psychologique, il y a des choses qui peuvent se travailler. Et d'ailleurs, vous avez pensé à inclure dans votre livre des petits quiz. Donc, il y a aussi un aspect ludique, mais des quiz qui sont riches d'enseignements quand on répond à toutes les questions. Complètement. C'est surtout d'arriver justement par rapport à ces quiz à prendre conscience un petit peu de la manière dont on agit et de la manière dont l'environnement agit sur nous. Docteur Palazzolo, je vous propose maintenant d'écouter une note vocale que nous a laissée une auditrice camerounaise. Bonjour Priorité Santé, je m'appelle Madeleine de Douala et j'ai une préoccupation. Voilà, j'ai la trentaine, je vis toujours dans la maison familiale, dans la maison de ma mère, parce que mes moyens financiers ne me permettent pas d'avoir mon espace à moi. La difficulté est que avec ma maman, nous ne nous entendons pas. C'est tout le temps des conflits, beaucoup de violences verbales. Et comme je ne me laisse pas faire, il y a généralement beaucoup d'escalade dans la violence des mots et ça peut vite devenir assez violent. Je ne suis pas fier de moi dans ce type de situation. Je ne suis pas ravi de me voir, de m'entendre parler aussi violemment, de m'entendre me conduire avec une telle violence, mais je ne sais pas quoi faire. Alors ma préoccupation majeure est comment me comporter lorsque je suis raillé ou blessé, comment pouvoir gérer ce type de situation. Je précise que au Cameroun, le conflit parent-enfant est extrêmement tabou, donc on n'en parle pas. Merci. Et je précise que la voix de Madeleine a été modifiée à sa demande. Docteur Palazzolo, que pouvez-vous répondre à Madeleine qui veut savoir comment se comporter lorsqu'elle est raillée ou blessée par ces échanges conflictuels avec sa mère ? Alors je pense qu'il y aurait 2 stratégies à mettre en place. Première stratégie, une stratégie qu'on appelle en communication la révélation sur soi, c'est-à-dire arriver à développer le dialogue et arriver à dire à la personne ce qu'on ressent. C'est-à-dire que généralement, quand ça dérape, quand ça déborde sur de la violence verbale, voire physique, c'est parce que on n'a pas réussi au départ à dire les choses. Donc ne pas hésiter à dire à ses parents, ce que tu viens de me raconter, ça me blesse.
ça me touche, ça m'énerve, parce que ça touche mes valeurs, et c'est un point important. Donc toujours essayer de privilégier le dialogue. Généralement, quand ça clash, c'est qu'il n'y a plus possibilité d'avoir un dialogue. Mais ça, c'est à l'échelle du couple, c'est à l'échelle de la famille, et c'est à l'échelle aussi des pays. C'est-à-dire que généralement, quand on rentre en guerre, c'est qu'il n'y a plus de stratégie de dialogue qui peuvent se mettre en place. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, ce serait à mon sens d'essayer de recentrer le conflit sur le problème. C'est-à-dire que globalement, quand on est face à quelqu'un et que ça déborde, ça veut dire qu'on n'est jamais centré sur le problème principal. Par exemple, dans le cas là d'un rapport parent-enfant, les parents vont dire écoute là, tu ranges jamais ta chambre, j'en ai marre, j'en peux plus. Ça, c'est le problème. Mais généralement, le dialogue n'est jamais centré sur le problème. Ça va être centré sur la personne. C'est-à-dire dire, de toute façon, toi, t'en fous pas une à la maison, tu ranges jamais rien, c'est infernal. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ? Ou alors, pire, c'est centré sur la relation. C'est dire, écoute, vraiment, j'en peux plus de toi, il va falloir que tu quittes la maison, je vais te mettre dehors, j'en peux plus, on peut pas continuer comme ça. Et l'objectif, c'est d'essayer de recentrer la problématique sur ce qui a déclenché le conflit, c'est-à-dire le fait que la chambre ne soit pas rangée, et dire, par exemple, j'apprécierais que tu ranges ta chambre, je te l'ai déjà dit par le passé, je souhaiterais que ça soit appliqué. Sur WhatsApp, Maandri, une auditrice de Madagascar, pose la question suivante. Je vis depuis longtemps avec des personnes agressives et j'ai toujours pris sur moi jusqu'ici, mais mon corps a commencé à m'envoyer des signaux. Récemment, je me suis mise à faire des crises d'angoisse quand on me crie dessus. Comment réagir face à quelqu'un qui crie ? Docteur Palazzolo, que conseillez-vous à Maandri ? Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un comportement passif. C'est-à-dire que globalement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est agressif, vous ne réagissez pas. Vous êtes dans une problématique un petit peu de sidération. Mais le problème, c'est que ça se cumule, et à un moment donné, c'est le corps qui parle. Et effectivement, ça peut déraper sur des troubles anxieux, sur des problématiques dépressives, ce genre de choses. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir un comportement passif. C'est pas non plus d'avoir un comportement, comme on le disait, agressif, c'est-à-dire répondre à l'agressivité par l'agressivité, parce que là finalement c'est une marche en escalade et finalement ça va exploser. L'objectif, c'est pas non plus d'être dans le mix des deux, le passif-agressif. Je dis rien, et à un moment donné ça explose et l'autre ne comprend pas pourquoi. Le but, c'est d'être dans un comportement affirmé ou assertif, c'est-à-dire que globalement le but, c'est d'essayer de faire valoir mes droits en respectant les droits de l'autre. Donc comme on l'évoquait, en discutant, en dialoguant, mais en tout cas sans tout prendre sur soi, parce qu'automatiquement derrière ça va déraper. Faut-il ou pas regarder la personne agressive dans les yeux ? Chez les jeunes notamment, le regard peut être considéré comme une agression, une provocation. Ils disent « un tel m'a traité ». Traduction, « un tel m'a regardé de manière agressive ». Est-ce une bonne idée donc de regarder dans les yeux la personne qui vous agresse verbalement ? Et ça dépend vraiment de l'aspect culturel, c'est-à-dire qu'il y a des lieux où effectivement il vaut mieux éviter de regarder quelqu'un dans les yeux. Je pense en particulier au milieu pénitentiaire. Si vous êtes en prison et que vous regardez un codétenu dans les yeux, ça veut dire en gros que vous le défiez. Donc ça, c'est problématique. Maintenant, dans notre vie courante de tous les jours, l'objectif, c'est effectivement d'analyser les choses. Et peut-être que le fait de regarder l'autre dans les yeux, ça peut être aussi le signal, comme on l'évoquait à l'instant, d'un comportement qui est un comportement adapté et affirmé. Parce que regarder tout le temps par terre, ça donne quand même une image de comportement soumis. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Jérôme Palazzolo qui publie Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité. C'est paru chez Odile Jacob. Docteur, on a parlé tout à l'heure de l'importance de se connaître soi, du fait qu'il est essentiel d'évaluer son interlocuteur agressif pour anticiper ses réactions. À partir du moment où vous connaissez votre adversaire, écrivez-vous, il devient beaucoup moins effrayant. Et complètement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend comment il fonctionne, à partir du moment où on comprend son mode de réaction, c'est là où justement on peut traiter les choses et avancer au mieux. C'est valable de toute façon également dans tout ce qui est agression physique, agression en général. Plus vous connaissez votre adversaire et mieux vous réagissez. Alors vous donnez des conseils pratiques comme la technique du stop, look and listen. S'arrêter, regarder et écouter. Expliquez-nous cette technique.
Alors, c'est quelque chose qui peut être mis en application en quelques secondes, en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on sent que, effectivement, la tension monte, que ça va pas, qu'on est en face de quelqu'un d'agressif, ben, on essaye de mettre en place cette stratégie qui est la stratégie du stop, look and, listen and go, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer, dans un premier temps, de se poser avec le stop. Ensuite, d'essayer d'analyser tout ce qu'on ressent. Quelles sont nos émotions à ce moment-là? Qu'est-ce qui vient? Est-ce que c'est de l'agressivité soi-même? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que c'est de l'aversion? Ensuite, d'essayer d'identifier ce qu'on appelle les pensées automatiques, qui sont des pensées qui s'imposent à nous et qui ne sont absolument pas réfléchies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me vient en tête à ce moment-là? Et face à ces pensées automatiques, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle des pensées alternatives, c'est-à-dire des pensées qui, elles, sont réfléchies, sont évaluées et qui vont venir, alors non pas annuler les pensées automatiques, mais en tout cas les contrebalancer, les remettre en question. Et puis ensuite, il y a le go, c'est là où on agit. C'est-à-dire que si on donne un exemple, par exemple, je suis en voiture, j'ai quelqu'un qui me fait une queue de poisson et qui m'insulte, donc ça, c'est la situation, je sens que ça va pas, stop, je me pose et j'essaye de déterminer ce qui se passe en moi. Donc première chose, j'ai des pensées automatiques qui s'imposent à moi, qui me disent je vais sortir de la voiture et je vais aller frapper cette personne. Et puis suite à ça, j'essaye d'analyser mes pensées alternatives qui elles vont me dire mais à quoi ça sert d'aller frapper cette personne? Déjà, ça va te mettre toi dans une situation délicate, peut-être que tu vas lui faire mal, il va porter plainte contre toi, ou peut-être que c'est toi qui va te faire massacrer. Donc finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais le problème, docteur, c'est que lorsqu'on vous insulte, tout se passe très très vite, en une poignée de secondes. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'évaluer son interlocuteur, de scruter les expressions de son visage, par exemple, s'il est suffisamment prêt, de décrypter son langage corporel, pour savoir s'il peut devenir dangereux? Et c'est tout l'objectif de s'entraîner à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'entraîne à cette dynamique, automatiquement, la réponse se fait en un quart de seconde. Mais c'est la même chose dans tout ce qui va être arts martiaux, par exemple. Vous avez des arts martiaux où on va apprendre la technique pour bloquer, pour projeter, pour ci, pour ça. Et puis le jour où vous prenez un coup, les choses se font naturellement. En fait, l'objectif, c'est une dynamique d'apprentissage. C'est d'apprendre ces modes de fonctionnement. Ce sont des petites stratégies, des petites techniques que vous pouvez mettre en œuvre dans l'immédiat. Vous recommandez aussi la respiration carrée, c'est-à-dire? Alors, la respiration carrée, c'est un point important, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à s'énerver soi-même ou à être angoissé, notre respiration s'accélère. Et cette respiration qui s'accélère induit tous les symptômes de la crise d'angoisse, en fait, ou de la crise d'énervement. Donc, la première étape, c'est d'arriver à ralentir sa respiration. Et la respiration carrée, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place en quelques secondes et face à un interlocuteur sans qu'il se rende compte de quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous inspirez avec le nez en comptant 4, 1, 2, 3, 4, vous bloquez votre respiration, vous vous mettez en apnée et vous comptez 4, vous soufflez tranquillement et vous comptez 4, et vous bloquez à nouveau et vous comptez 4. Donc c'est la respiration carrée, c'est 4 x 4. Et le fait de mettre en place cette technique, vous allez voir qu'en à peu près 2-3 minutes, vous allez vous sentir plus apaisé. Docteur Palazzolo, on va partir au standard où nous attend Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Chantal. Vous nous appelez de Kinshasa en RDC, vous avez 23 ans, vous êtes étudiante en communication sociale éducative et vous faites également du bénévolat. Racontez-nous. Oui, je fais du bénévolat dans l'assistance sociale dans certaines écoles et j'ai appelé justement parce que j'ai constaté un phénomène qui a tendance à se répéter, surtout dans la situation des échecs scolaires des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent se plaindre à moi. Ils disent que leurs enfants sont très agressifs lorsqu'ils échouent à l'école. Et lorsque j'ai à parler avec les parents pour leur expliquer que leurs enfants sont plutôt affectés par cette agressivité-là, ils disent que c'est une façon de les motiver ou alors de les empêcher d'échouer. Et moi, je trouve que ça fait l'effet contraire parce que les enfants sont du coup très peureux. Ils ont peur d'échouer parce qu'ils se disent « papa, maman va se fâcher, ils vont m'insulter ». On parle vraiment d'agression verbale, donc d'une communication très violente, comme « tu es bête, tu ne sais rien faire, on dépense beaucoup pour toi, mais tu échoues ». Donc, disons que c'est vraiment autour de ça que le problème tourne. Donc, quelle question voulez-vous poser au docteur Palazzolo ?
Oui, en fait, je voudrais savoir comment aider au mieux ces élèves à, à résister à cette agressivité-là de leurs parents, parce que le fait de parler aux parents, je trouve que ça ne passe pas, parce que la plupart excusent cela et disent que c'est une façon de motiver. Du coup, je voudrais savoir comment aider au mieux ces enfants qui viennent m'exposer ce problème-là, pour qu'ils ne puissent pas perdre confiance en eux, pour qu'ils continuent à croire en eux. Parce que sur les faits, à moyen terme ou alors à court terme, ça peut les motiver, mais lorsqu'ils sont motivés par la peur, par la suite, ils ont vraiment peur d'échouer. Et je voudrais savoir comment les aider. Docteur Palazzolo. Alors en fait, il y a deux choses. Déjà, première chose, vous disiez le fait de parler aux parents, et je pense que ça vaut le coup de parler aux parents, parce que ce mode éducatif sur la menace ou sur le fait de rabaisser, en fait, concrètement, ne fonctionne absolument pas. Toutes les études psychologiques ont prouvé que la seule chose qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est-à-dire que quand vous faites bien quelque chose, le fait d'être félicité sur ce que vous avez bien fait va vous motiver à continuer dans ce registre. Par contre, le système de punition, c'est-à-dire le fait de dire là tu es nul, tu as pas bien fait, etc., on sait que ça ne fonctionne pas dans ce contexte. Donc ça, je pense que dans un premier temps, c'est important de l'expliquer aux parents. Et puis, deuxième élément, c'est vous, à votre niveau, d'essayer pour vous, en tout cas, d'être dans du renforcement positif vis-à-vis de ces enfants. C'est-à-dire lorsqu'ils font quelque chose de bien, de les féliciter par rapport à ça, d'essayer de les motiver dans ce contexte. Parce que quand je vous disais que le système punitif comme ça ne fonctionne pas, c'est qu'à terme, il peut même y avoir un phénomène d'extinction. C'est-à-dire qu'à force de s'entendre dire qu'on est bête, soit au pire, on le considère qu'on est vraiment bête et donc on baisse les bras, donc à quoi ça sert d'aller étudier puisque en gros, on comprend rien à rien. Ou alors, à l'inverse, on n'y prête même plus attention. C'est-à-dire, on va dire, mes parents, de toute façon, ils trouvent que je suis bête. Donc, quoi que je fasse, de toute manière, c'est pareil. Et donc, il n'y a aucun intérêt à leur faire plaisir. Donc, à partir du moment où les parents ne veulent vraiment pas changer, l'objectif, c'est d'essayer de faire que vos élèves vous fassent plaisir à vous. Et soient dans un registre de renforcement positif avec vous. Mais Patricia, vous aviez une question justement pour essayer de convaincre les parents de changer. Oui, exactement, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir les bonnes techniques. C'est vrai qu'on est aussi dans un contexte un peu culturel où on cautionne beaucoup cette communication violente. On se dit souvent que c'est la communication la plus efficace qui soit, alors que je pense que ça fait vraiment l'effet contraire. Oui, on n'a pas l'habitude non plus de contester les ordres des aînés. Oui, exactement. Il y a aussi ce rapport entre les enfants et les aînés. Ils ne peuvent pas... Ici, si un enfant dit qu'il est stressé, on va dire qu'il exagère ou alors qu'il est impoli et qu'il ne tient pas compte des efforts que les parents font pour qu'il étudie. Donc, docteur Palazzolo, quelle technique Patricia peut-elle employer pour essayer de fléchir un peu les parents ? Alors, ce qui marche le mieux, c'est l'exemple en général. C'est-à-dire que quand on parlait tout à l'heure de renforcement positif, c'est peut-être d'expliquer aux parents comment ça fonctionne pour eux. C'est-à-dire que si, par exemple, les parents conduisent sur la route à une vitesse trop élevée, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se faire arrêter par la police. On va leur dire, voilà, vous avez conduit à une vitesse trop élevée, vous allez avoir une amende et vous devez payer tant. Donc là, à ce moment-là, les parents, ils sont pas bien, ils sont pas contents, ils vont payer l'amende et ils vont rouler à une vitesse adaptée pendant à peu près 15 jours, un mois. Et puis au bout d'un mois, s'il y a plus de police, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont recommencer à rouler très vite. Donc en gros, la punition n'a pas marché. Par contre, si on les arrêtait sur la route quand ils roulent à une vitesse adaptée et on leur dit, voilà, vous voyez, là, vous avez bien respecté les règles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire un chèque pour vous donner de l'argent parce que, justement, vous avez bien roulé. Croyez-moi, ils vont continuer à rouler à bonne vitesse indéfiniment. C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'éducation pour les enfants, c'est pareil. Si, quand ils font bien, on leur dit, c'est génial, t'es fort, continue, ils auront tendance à poursuivre. Maintenant, si on les rabaisse, ils vont pas avoir tendance à poursuivre. Donc, le but, c'est d'essayer de donner des exemples qui parlent aux parents, en fait. Merci beaucoup, docteur Palazzolo. Patricia, j'espère que ces conseils vous ont éclairé. Je vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. RFI à Cotonou, 90 FM. Le Pont Nord-Sud nous emmène ce matin au Bénin. André Alionou, bonjour.
Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien et directeur exécutif de l'ONG CIADI, Cercle international d'action pour le développement intégré. Est-ce que des patients viennent vous voir car ils se sentent démunis face à l'agressivité d'un tiers ? Oui, bien sûr. Et c'est pas une nouveauté au Bénin, pas du tout. Pour qui connaît le Bénin, l'agressivité, surtout verbale, lorsque vous êtes en circulation, est très palpable. Que vous ayez raison ou tort, et souvent quand vous avez raison, quand vous faites attention à votre second, et c'est là même que vous êtes agressé, surtout dans la circulation. Mais oui, les patients viennent énormément parce qu'ils se sentent démunis, parce qu'ils se sentent persécutés. Comment l'agressivité est-elle perçue au Bénin ? Est-ce qu'elle peut être perçue comme une preuve de puissance ou de domination ? Oui, bien sûr. Plus vous marquez votre soumission face à l'agressivité de l'autre, plus vous êtes agressé, plus vous êtes soumis, plus il a de la domination sur vous. Et mieux encore, c'est que on peut même essayer de, comment je peux dire, vous prendre par l'effet de la puissance des us et coutumes et estimer que c'est parce que vous n'avez pas obéi aux règles socio-culturelles, peut-être que vous êtes agressé. Donc, on donne une forme même divine à l'agressivité et que un être humain comme vous a vis-à-vis de vous. On estime que c'est parce que vous aviez été fautif dans, peut-être même si on va plus loin, dans une vie future et dans une vie antérieure, ou même parce que vous aviez mal fait telle chose que voilà, cela vous tombe dessus. Et donc on formate l'individu à accepter l'agressivité auquel il fait face sans vraiment pouvoir répondre. Et c'est dommage, voilà quoi. Mais quand un patient vient vous voir pour apprendre à se maîtriser devant l'agressivité d'un tiers, parce qu'il a envie de répondre, de répliquer, que lui recommandez-vous ? Déjà, c'est la connaissance de soi. Il faudrait que l'individu sache qui il est et qu'il connaisse ses forces et ses faiblesses et qu'il essaie, un peu comme le docteur le disait, moi je passe aussi par beaucoup de petites stratégies, la respiration, d'accord, mais aussi la cueille d'eau. Quand je dis la cueille d'eau, c'est prendre un verre d'eau, en fait, arriver à se calmer. Vous allez donner suite, je n'interdis pas de donner suite à l'agressivité, mais de savoir donner suite pour ne pas se nuire soi-même. Parce que, comme on l'a dit, hein, il y a forcément 3 issues. Soit vous allez être figé, soit vous allez fuir, soit vous allez affronter. Mais pour affronter, il faut être sûr que vous allez gagner. Et vous n'allez pas affronter pour perdre. Et donc, donner les armes à l'individu de respirer, l'inspiration, l'expiration. Soit ça va vous permettre de dire, bon, je ne donne pas suite parce que bon, ce n'est pas important. Ou vous allez boire un verre d'eau. Il y a la stratégie, on dit souvent, il faut regarder sans respirer et boire le verre sans bouger la surface de l'eau dans le verre. Et ça vous déconnecte totalement et ça vous calme. Ça fait que vous vous dites, ça ne vaut pas la peine. Mais bon, en circulation, vous n'allez pas faire ça. Vous n'avez pas le temps. Oui, il n'y a pas le verre d'eau sous la main. Vous n'avez pas le temps de faire ça en circulation. Souvent, c'est de la réponse au tic au tac ou le silence. Mais quand c'est en consultation que le patient est venu, c'est qu'il a eu le temps de subir plusieurs fois cette agressivité. Et souvent, ça vient des personnes insoupçonnables, des proches, des parents, des amis, des patrons, à qui vous estimez, des personnes que vous estimez qui viennent vous agresser, mais de façon très, j'ai envie de dire méchante, et qui vous déstabilise totalement. Vous perdez votre confiance en vous, soit c'est le mari, soit c'est l'époux. Et ces temps-ci, c'est souvent des couples, malheureusement, des dames qui viennent parce que elles n'en peuvent plus, parce que bon voilà, l'homme en qui elle a confiance l'a totalement déçu. Et quand c'est comme ça, je demande déjà de se connaître et de voir ses forces avant de pouvoir donner une réponse. Et donc, la connaissance de soi est très, très, très importante et de savoir si la réponse que je veux donner me correspond. Est-ce que ça va me permettre de me sentir mieux ou pas?
Merci beaucoup André Alionou d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, directeur exécutif de l'ONG CIADI. Je vous souhaite une bonne journée à Cotonou. Direction la Centrafrique à présent. Bonjour Baptista. Oui, bonjour, Priorité Santé. Vous nous appelez de Bangui. Je vous laisse vous présenter Baptista et poser vos questions au docteur Palazzolo. Ok, merci. Je m'appelle Baptista Marcelin Maninguer Ndrien. Je vous appelle de la République centrafricaine, précisément à Bangui. Je suis étudiant en psychologie clinique, bien sûr, à l'université de Bangui. Alors, j'ai une question concernant l'agressivité au milieu professionnel par les chefs hiérarchiques. En fait, j'ai été référent santé mentale dans une organisation internationale ici en Centrafrique, il y a de cela 2 ans. Et j'ai assisté il y a un cas d'une agression verbale à répétition de la part d'un responsable hiérarchique vis-à-vis d'un membre de son équipe. Et celui-ci est venu me voir pour me dire qu'il se sentait proche de l'agressivité physique. Il avait quasiment envie d'agresser physiquement son chef hiérarchique parce que qu'il agresse tout le temps verbalement. Il lui met trop de pression. Il y avait des tensions à chaque fois autour de la charge de travail. Alors, je voulais savoir, ma préoccupation est celle-ci, quel peut être l'impact psychologique sur ce personnel, et est-ce que ça peut amener une personne à une dépression ou à un problème de la santé mentale? Si oui, comment aider ce genre de personnes? Alors, docteur Palazzolo, on va commencer donc par la première question. Est-ce que l'agressivité de responsables hiérarchiques, d'un patron, peut conduire un salarié à la dépression, voire à d'autres maladies encore plus graves? Et complètement, c'est même un des critères principaux du burn-out, c'est-à-dire que c'est un épisode dépressif d'épuisement, souvent qui survient dans le cadre professionnel. Et le problème, c'est qu'on dit souvent, tu sors du bureau, tu fermes la porte et tu passes à autre chose. Mais on est souvent au travail quand même la plupart de ces journées, et il y a un moment donné où il y a un phénomène d'usure qui se met en place et où on n'arrive plus à faire face. Comment réagir quand un supérieur hiérarchique se montre agressif injustement? Alors très clairement, en plus des stratégies qu'on a déjà évoquées, généralement au niveau professionnel, ce qui est très important, c'est l'intervention du tiers. C'est-à-dire que ce ne soit pas une relation duel entre soi et son supérieur hiérarchique, où d'un côté, le supérieur hiérarchique il prend l'habitude de vous agresser verbalement, et vous dites rien, et à un moment donné, ça explose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fameux comportement passif-agressif. L'objectif, c'est d'avoir un tiers. Donc après, ça peut être l'inspection du travail, ça peut être le N+2 du supérieur hiérarchique, ça peut être un avocat, ça peut être un psychologue, ça peut être un collègue, ça peut être les syndicats, mais globalement, il faut surtout pas que la relation soit duel entre les deux personnes. Voilà, j'espère qu'on vous a donné des éléments de réponse. Baptista, bonne journée à Bangui. Docteur Palazzolo, une question sur WhatsApp qui rejoint les inquiétudes dont on a parlé tout à l'heure. Alphonse nous écrit du Cameroun: on m'a déjà reproché de perdre mon sang-froid au travail ou dans la famille. Je m'emporte et on m'a déjà dit que ça pouvait faire peur, même si je n'ai jamais été violent physiquement. Comment maîtriser sa colère pour ne plus être agressif ? Alors déjà, c'est ce qu'on évoquait, c'est-à-dire le fait de pouvoir se regarder soi-même et mieux se connaître. Déjà, est-ce que la personne est vraiment agressive ou est-ce que c'est son mode de communication? Vous avez parfois des personnes qui vont vous parler, vous avez l'impression qu'elles vous agressent alors qu'en fait, c'est juste leur mode de communication. Maintenant, quand il y a plusieurs personnes qui vous trouvent agressif, le but, c'est peut-être, comme on l'évoquait, de pouvoir se filmer, de pouvoir essayer de voir en quoi les autres nous perçoivent comme agressifs et comment arriver à gérer ça, c'est-à-dire que travailler sur son langage non verbal, travailler, comme on l'a évoqué, sur sa respiration, travailler peut-être après sur des techniques un peu plus spécifiques, de relaxation, de méditation, de sophrologie, pour essayer d'éliminer un petit peu ce trop-plein d'agressivité qui peut poser problème. Charlotte de Tanger nous avait envoyé une note vocale, mais je crois qu'on n'a pas le temps de l'écouter, mais elle avait une question. Je suis une personne très franche et directe
direct, je ne passe pas par 4 chemins pour faire passer mon message. J'ai le sentiment que c'est quelque chose de très afro. Aujourd'hui, je vis au Maroc et je travaille avec des Français. Je vois bien la différence de culture et dans la manière de communiquer. Et j'ai l'impression que la franchise peut passer pour de l'agressivité. Donc, je me demande comment garder mon authenticité et ma franchise tout en étant dans une communication bienveillante. Que pouvez-vous répondre à Charlotte, docteur Palazzolo ? Alors généralement, c'est pas trop la franchise qui va poser problème, mais plus, comme on l'évoquait, le langage non verbal, c'est-à-dire la manière dont on va transmettre le message. Bien sûr, il y a un contexte culturel qu'on peut pas nier, mais le but, c'est d'être vigilant par rapport à ça, parce que quand on veut faire passer un message, on a l'impression naturellement que si on crie, si on répète, l'autre va mieux comprendre et va mieux entendre et mieux retenir. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vous faire passer un message et vous crie dessus, eh ben, si on vous interroge 6 mois plus tard sur ce qui s'est passé, vous ne saurez absolument plus ce que la personne vous a raconté, mais par contre, vous vous souviendrez qu'elle était très agressive. Vous allez dire, je sais plus ce qu'elle m'a raconté ce jour-là, mais qu'est-ce qu'elle m'a crié dessus? Donc, l'objectif, c'est de travailler toujours sur cette posture du non-verbal et du paraverbal pour essayer de favoriser le verbal. Est-ce que l'humour est une arme efficace pour déstabiliser un agresseur verbal, pour le remettre à sa place gentiment ? Alors très efficace, mais tout dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la personne que vous avez en face pense que vous vous moquez d'elle, parce que sinon ça va dégénérer. Mais par contre, bien sûr, pour essayer de désarmer un petit peu l'autre, d'essayer de débrancher une situation qui peut dégénérer, l'humour est un très très bon outil. Mais comment faire quand on n'a pas le sens de la répartie ? Là aussi, ça se travaille. Ça se travaille. Maintenant, comment ? Ça se travaille justement en jeu de rôle, ça se travaille face à la caméra, ça se travaille face à certaines situations. Mais si on n'a pas cette capacité de répartie, l'objectif, c'est pas non plus de forcer et de risquer de déclencher un conflit majoré. L'objectif, c'est peut-être aussi de se poser. Il y a une technique qui s'appelle la technique de couper le son, où globalement, on vous dit quelque chose d'agressif, et plutôt que de réagir en miroir avec une agressivité, l'objectif, c'est de ne pas réagir et de revenir dessus plus tard, une fois que soi-même on s'est calmé. En fait, toutes les stratégies qu'on décrit un peu dans l'ouvrage, ce sont des stratégies en fait à adapter en fonction de la personne. Vous allez trouver des outils qui vous conviennent et des outils qui vous conviennent pas. Le but, c'est que vous ayez une sorte de boîte à outils que vous puissiez utiliser en situation problématique. Et est-ce que parfois, face à une agression psychologique répétée, il vaut mieux envisager de couper définitivement les ponts, le contact ? Ça peut aussi, je veux dire, là encore, c'est à vous de déterminer si vous avez affaire à une personne qui est directement toxique. Personnes toxiques, l'objectif, ça peut être aussi de prendre de la distance, du recul, voire de les éliminer de votre vie. Je veux dire, le tout, c'est d'être dans quelque chose de réfléchi. Voilà, il faut pas que, suite à une dispute, ce soit uniquement les émotions qui parlent, et à ce moment-là, de dire, toi tu m'as gonflé, je veux plus te voir et je te parle plus. Le but, c'est d'être plus dans le cognitif, c'est-à-dire dans la réflexion, que dans l'émotionnel. Donc en gros, analyser la relation, voir que cette personne en particulier ne vous transmet que des éléments nocifs et dire à un moment donné, maintenant il vaut mieux que je m'éloigne d'elle parce que chaque fois que je suis avec cette personne, je suis malheureux ou je suis agressé ou je suis pas bien ou je suis triste. Merci beaucoup Jérôme Palazzolo d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité, publié chez Odile Jacob.